Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle émission. Une émission qui est conçue à l'initiative de la société d'actuariat conseil Galéa, bien connue dans le monde de la protection sociale et des assurances de personnes. Galéa est présidée par Norbert Gautron qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour Norbert. Bonjour Jean-Charles. Merci d'être là. Norbert, vous allez nous donner rendez-vous régulièrement sur notre antenne et on vous en remercie pour des formats à vocation pédagogique centrés sur la compréhension de la technique des produits d'assurance. Cette émission s'intitule « Le temps de comprendre ». Alors pourquoi le temps ? Parce qu'il faut prendre un peu de temps déjà pour acquérir des connaissances dans nos métiers qui sont passionnants mais complexes dans l'assurance. Et aussi parce que le temps finalement c'est une notion fondamentale en assurance qui est une discipline de long terme par définition où l'actuaire est au cœur des calculs de primes et de provisionnement sur la durée. Je ne me suis pas trompé Norbert. Merci. Alors là, cette première émission est consacrée au nouveau contrat. Enfin, on va encore l'appeler nouveau parce qu'il y a finalement pas si longtemps que ça qu'il a été remis au goût du jour. Le nouveau contrat à prestations définies qui est issu de la loi Pacte. Nous allons décrire son fonctionnement, ses règles d'utilisation et pourquoi ces contrats sont intéressants pour les chefs d'entreprise, dans les PME notamment, et bien sûr pour leurs conseils, pour vous qui nous écoutez, leurs conseils en assurance, surtout si vous êtes spécialiste de la retraite et du patrimoine. Avec nous sur ce plateau, nous avons des invités. Je commence par Florence Duprasserie. Bonjour Florence. Bonjour Jean-Charles. Vous êtes avocat counsel chez CMS Francis Lefebvre Avocat et vous êtes responsable du département droit de la protection sociale. C'est ça. C'est cela. Et Arnaud Le Saint, bonjour Arnaud. Bonjour Jean. Vous êtes directeur marketing de PAC Solutions. PAC Solutions qui est une société de gestion de back-office externalisée, bien connue aussi dans le domaine de l'assurance de personnes, assurance vie et assurance de personnes. Alors tout de suite, pour ces fameuses retraites à prestations définies, on n'ose plus dire retraite chapeau et il vaut mieux dire retraite à prestations définies, c'est mieux, surtout avec la nouvelle forme. Alors, vous allez nous redéfinir cette notion, s'il vous plaît, Norbert, et pourquoi il s'agit d'un nouveau régime surtout ? Merci déjà de l'invitation de l'organisation. Bien content de parler de ces sujets de retraite. Je crois que c'est assez d'actualité. Pour les retraites supplémentaires, on est vraiment sur un nouveau régime. Alors pourquoi s'il y avait un point à retenir, nos régimes à prestations définies passés reposaient sur une notion, c'était l'achèvement de la carrière dans l'entreprise. Et ça a complètement sauté. Maintenant, on doit appliquer des règles européennes, au passage depuis 2014. C'était transposé par la loi Pacte. Maintenant, les gens acquièrent des droits certains. On n'est plus sur des droits aléatoires, il fallait terminer sa carrière dans l'entreprise. Maintenant, chaque année, les gens vont acquérir un bout de retraite. Donc ça, c'est bien, ce sont des droits à rente, exprimés chaque année en pourcentage du salaire, et c'est en ça que ce sont toujours des régimes à prestations définies, puisqu'on définit une prestation assise sur un pourcentage du salaire. Voilà les régimes que l'on a maintenant. On va, je pense, y revenir. Le marché est en place, les assureurs sont prêts. Aux distributeurs et aux conseils de jouer pour faire en sorte que ce nouveau régime marche. D'accord, donc des droits effectivement certains et non pas des droits conditionnels, c'est-à-dire au respect de rester jusqu'à moment de sa retraite dans l'entreprise. C'est quand même c'est ce qui est fondamental dans ces nouveaux articles à prestations définies, l'article 39 à prestations définies. Oui, il y a beaucoup de choses supplémentaires, je pense que Florence, Arnaud le diront. Mais le point principal, c'est quand même ça. On a des droits et si on quitte l'entreprise, on les garde. D'accord, merci Norbert. Alors une première question à Florence très rapidement. Est-ce que le cadre juridique de ces nouveaux contrats à prestations définies est nickel ? On va dire, est-ce qu'il est bordé ? Est-ce qu'il est totalement clarifié ? Tout à fait, tous les textes sont parus, donc le cadre juridique est stable, il est clair pour une fois d'ailleurs, et donc il est tout à fait opérationnel pour mettre en place les contrats. Donc on retient qu'il est clair et ça c'est bien, parce qu'il a mis un peu de temps quand même, entre la publication de la loi, il y a eu une ordonnance, et puis ça a mis un peu de temps, donc là c'est nickel, on n'attend plus rien. Non. Alors moi je vais tout de suite vous poser une question, Florence, comment mettre en place un contrat à prestations définies ? Est-ce que c'est compliqué et est-ce qu'il y a des points, comme c'est un contrat collectif ? Vous m'arrêtez si je me... Oui, de fonds collectifs. De fonds collectifs, en tout cas pour une entreprise, c'est ce que je voulais dire. Oui. Est-ce qu'il y a des règles ? Est-ce que c'est simple ? Comment ça se passe ? Oui, donc c'est simple, oui, on peut dire que c'est très simple. C'est comme auparavant au niveau des modalités de mise en place, c'est-à-dire majoritairement une décision unilatérale de l'employeur, donc là il n'y a pas de changement. On trouve des modèles qui sont souvent communiqués par les assureurs, donc évidemment, il faut une assistante d'un conseil pour renseigner un certain nombre de points, mais pour une TPE, PME, on peut dire que c'est relativement simple, les arbitrages sont relativement simples. Après, peut-être sur les points de vigilance, Jean-Charles, je dirais que les deux points fondamentaux, c'est la catégorie, la définition de la catégorie et le montant des droits.
Donc on retombe quand même dans cette question de définition de catégorie. Oui, mais alors justement, là, on a beaucoup plus de souplesse que dans le cadre du PERO. C'est là où le produit aussi est intéressant, parce qu'on n'a pas du tout les contraintes de texte qu'on a sur les PERO, sur les catégories. On a énormément de marge de manœuvre. Par exemple, on peut avoir les membres du comité de direction ou les salariés et dirigeants dont la rémunération atteint un certain niveau. Et puis, on peut réfléchir encore à d'autres catégories. Donc, dès lors qu'on a une catégorie, on peut la définir relativement librement. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que par rapport effectivement aux formules existantes, la cotisation définie, pour le coup, c'est un peu plus complexe au niveau des catégories. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres points de vigilance? Oui, alors sur les droits, on en parlera un petit peu plus avec Arnaud et Norbert, mais les droits ne peuvent pas dépasser 3% chaque année de la rémunération annuelle. Donc là, on a un curseur à placer. Est-ce qu'on est à 3? Est-ce qu'on est à 1? Donc là, il y a un peu d'expertise. Imaginons un jeune dirigeant, il ne faut pas le mettre à 3 tout de suite, puisque sa rémunération sera plus faible en bas de carrière. Donc il faut adapter. Il y a un petit peu de conseils là-dessus, même si ça reste simple. Après, il faut quand même remarquer qu'il y a des conditions de performance qui parfois doivent être posées pour les salariés qui ont une rémunération qui dépasse 8 plafonds sécurité sociale, donc environ 330 000 euros. Et puis, pour les mandataires sociaux, les dirigeants, ça, dans tous les cas, on doit les prévoir. Maintenant, c'est pas très compliqué, on peut tout à fait en fixer, on a l'habitude de faire. Et c'est d'ailleurs intéressant, puisqu'on n'a plus le caractère aléatoire. Donc, la condition de performance, et je crois qu'Arnaud va en reparler, ça va être un élément, évidemment, de motivation très important pour le bénéficiaire, parce que s'il ne la remplit pas, ses droits de l'année ne seront pas acquis. Et puis évidemment, pour l'entreprise, si le bénéficiaire est motivé, il y a un impact sur la performance générale de l'entreprise. Donc c'est un outil qui reste un outil, je dirais, de performance, bien que les droits soient acquis. D'accord, donc pour les mandataires sociaux et les hauts salaires, on va dire ça comme ça, conditions de performance, mais assez simple à mettre en place. Des curseurs très simples. Des curseurs très simples, oui. Ok. Norbert, comment on constitue ces droits, qui sont maintenant des droits acquis, parce qu'il s'agit bien quand même d'un engagement. On est bien d'accord. Oui, tout à fait, c'est fondamental. En effet, c'est important de bien comprendre. Le bénéficiaire du régime a un droit à rente viagère. Donc, l'employeur s'engage quelque part à ce que la personne ait une rente viagère. Donc, comment ça fonctionne? C'est assez simple. On pourra même prendre un petit exemple. Si une personne a un salaire de 100 000 euros, on lui dit chaque année, vous allez acquérir une rente de 1% de votre salaire. Je suis en dessous du 3%. 1%, ça me fait un droit à rente de 1 000 euros au départ à la retraite. Donc le droit est clairement explicité. Bon, après, ça va se compliquer un petit peu pour le financement, on y reviendra, mais grosso modo, payer 1 000 euros de rente à quelqu'un, c'est presque mettre de côté 30 000 euros. C'est quand même quelque chose. Et là, on verra, il y a des solutions assurantielles et autres. Mais au niveau de l'engagement, il est clairement explicité. 1% de 100 000 euros, j'ai un droit à rente de 1 000 euros. Donc, excuse-moi, qui sera toute sa vie, qui va être conservé toute la vie professionnelle. Toute sa vie, et il commencera à percevoir à partir du moment où il partira à la retraite. D'accord. L'année suivante va arriver, on peut espérer que le salaire augmente un peu, surtout s'il y a de l'inflation. Par exemple. Bon, l'année suivante, ce sera pas 1 000 euros, ce sera 1 000 et quelques. Puis les 1 000 d'avant, ils seront un peu plus élevés aussi, parce qu'il y aura un petit peu de revalorisation. Donc on aura plus de 2 000 euros. Et petit à petit, comme ça, dans les limites qui ont été rappelées, on va arriver à un droit à retraite. Et si on quitte l'entreprise, ce droit perdurera et on aura ce montant de retraite. D'accord. Est-ce qu'on peut sécuriser partiellement ces droits? Oui, possible. Oui, tout à fait. On peut, alors, comme souvent, on peut, comme l'a dit Florence, ça reste assez simple, mais il y a des choses trappes. Il faut faire attention. On peut complètement se sécuriser chez un assureur. On peut financer partiellement. Il y a des règles de 80%. Enfin, il y a des règles. Quoi qu'il en soit, si on n'a pas complètement sécurisé chez l'assureur, on gardera dans certains cas toujours un engagement en tant qu'employeur et on retombera dans le jeu classique des provisions comptables. Le système pour le bénéficiaire sera sécurisé. Soit un bout chez l'assureur, soit tout chez l'assureur, en tout état de cause, le solde dans l'entreprise. D'accord. Arnaud, ces droits acquis dont on vient de parler, Norbert, comment sont-ils constitués? Alors, comme vous pouvez le dire Norbert, l'entreprise peut ne cotiser que 80% de l'engagement. Donc on est bien sur un engagement de rente qui doit être financé. C'est la mécanique classique, on va dire, dans le cadre de l'épargne retraite, de l'appel de cotisation. Mais cet appel de cotisation, finalement, revient à appeler le capital qui financera cet engagement de rente.
qui peut être appelé à hauteur de 100%, à 80%, ce qui crée naturellement une distorsion, puisque finalement, la mécanique finale, in fine, l'entreprise doit avoir couvert son engagement de rente. L'exemple que prenait Norbert est tout à fait juste, c'est-à-dire que si j'ai 1000 € de rente, il faut que j'arrive à les financer. À la fin, au départ à la retraite du bénéficiaire, évidemment, il y aura un appel de cotisation complémentaire qui fait que il faut naturellement que cette cotisation couvre l'engagement de rente. Donc, à la fin, c'est bien 100% que devra payer l'entreprise, mais pour des raisons qu'a rappelé Norbert et puis des raisons de liquidité, l'entreprise ne peut payer que 80%. D'accord. Et ça, on est bien d'accord qu'on ne peut pas dépasser 3% de l'engagement. Ce n'est pas que ça, je crois. Effectivement. Donc on a cette cotisation qui peut être limitée dans un premier temps, mais effectivement on est sur 3% maximum de rente sur une année de salaire. Mais il y a une deuxième limite. Cette limite, c'est 30 points. Et cette limite de 30 points, elle s'entend toute entreprise. C'est-à-dire que pour l'ensemble de la carrière du bénéficiaire, cette rente ne pourra pas dépasser 30 points du salaire. C'est quand même quelque chose d'important et c'est assez complexe à suivre, dans le sens où, pour être partie prenante sur ces gestions, l'assureur ne pourra pas s'engager à suivre ce seuil. Donc c'est bien l'entreprise qui va suivre le seuil de 30 points. C'est une grosse vigilance sur ce type de dispositif. Donc là, c'est au conseiller de suivre éventuellement de l'entreprise. C'est à l'entreprise, oui, c'est au conseiller de l'entreprise, à l'entreprise elle-même. C'est pour ça que le conseil, lui, est très important dans ce cadre de mise en place, mais pas seulement au niveau de la mise en place, au niveau du suivi du régime aussi. Et au niveau de la gestion, comment, puisque vous êtes côté gestionnaire de ce type de contrat, entre autres, bien entendu, comment on assure cet engagement? Alors, du coup, on est bien sur ces 80%, mais on a plusieurs notions qui permettent de suivre cet engagement, plusieurs notions qui permettent de le sécuriser. La première, c'est un principe de base de ce régime qui est que chaque année, on doit s'assurer qu'au moins 80%, ces fameux 80%, de l'épargne qui a été constituée par ces cotisations permettent de couvrir l'engagement. Donc on doit couvrir à hauteur de 80% l'engagement de rente. Si cet engagement n'est pas suivi, l'assureur doit envoyer une relance à l'entreprise qui doit verser ces 20%, enfin jusqu'à hauteur des 80% plutôt, qui doit verser à hauteur des 80% dans les 2 ans. Donc il y a quand même une garantie de couverture, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir un appel de cotisation qui va arriver au dernier moment, comme on pouvait l'avoir sur les anciens régimes. Vraiment là où le financement pouvait se faire au dernier moment, avec des demandes d'apport en liquidité qui étaient importants. Donc si je comprends bien la différence, c'est que la cotisation définie, finalement, c'est qu'à un moment ou à un autre, on peut quand même, en tant qu'entreprise, être amené à devoir, pour pouvoir couvrir l'engagement, remettre au pot. Au pot. Bah bon, ça c'est comme les anciens articles 39, d'une certaine façon. Voilà, on parle de semi-libératoire, cotisation semi-libératoire, puisque on avait 2 types de contrats précédemment. Donc un contrat qui était ce qu'on appelle un viagère différé, donc un engagement pur de rente, et là on est sur un engagement qui est du fait de ces produits multi-supports, qui est un peu plus variable, c'est-à-dire que je cotise, j'ai bien mon engagement, mais en fonction des variations du marché, qui peut être à la baisse ou à la hausse, je vais devoir remettre au pot, ou je vais profiter, dans certains contrats assez explicites, profiter de la surperformance des fonds, des fonds UC, pour autofinancer quasiment la cotisation. Ces UC, ce sont qui les choisit? C'est l'entreprise? C'est l'assureur? Elles sont définies au niveau des conditions générales de chaque produit. Après, il peut y avoir un choix. Et puis, un dispositif qui vient s'ajouter à ces UC pour sécuriser, c'est la gestion, comme on a pu l'avoir sur le PER obligatoire ou le PER individuel, la gestion de grilles d'allocation, qui permettent de sécuriser pour chaque affilié, qui permettent de sécuriser au fur et à mesure de l'âge de l'affilié jusqu'à la retraite, les fonds pour arriver jusqu'à un 100% euro, qui limite forcément les risques.
D'accord, donc on retrouve quand même un système assez confortable pour les conseillers qui connaissent donc les produits à horizon, hein, les produits à horizon, ou bien les unités de compte. Ça reste quand même une mécanique commune avec les contrats qu'on connaît au niveau de la loi Pacte. Oui, alors ça c'est important de souligner. Florence, est-ce qu'il y a des difficultés au niveau de ces appels de primes sur un plan juridique, évidemment? Sur un plan juridique, non. Aucun, mais c'est exactement ce qui a été rappelé par Arnaud et par Norbert, c'est la question du fait qu'on ne connaît pas à l'avance le coût définitif du régime, même si nous, ce qu'on constate chez CMS Francis Lefebvre Avocats, c'est que les assureurs appellent à minima 80%, voire même 100% des capitaux constitutifs évalués sur la base des paramètres de l'année. Donc en fait, il y a un appel très important hein, de la prime, mais effectivement, il faut que les entreprises aient en tête qu'il y aura des reversements complémentaires, sauf dans les contrats de rente viagère différés, mais pour lesquels aujourd'hui les assureurs ne le proposent quasiment pas. Donc pourquoi? Pour des questions de coût pour l'entreprise, c'est que globalement, alors là je passe sur le contrôle de Norbert et de Arnaud, mais c'est qu'on parle de 16% de surcoût sur la RVD. Voilà, je vous laisse compléter le cas échéant. Mais Norbert sur ce point, oui, un complément. C'est un point important puisque, juste pour mémoire, en France, ça fait maintenant à peu près plus de 16 ans qu'on n'a pas eu de changement de table de mortalité. Donc il y a un coût de la rente viagère différée qui est connu aujourd'hui, qui pourrait augmenter dans les prochaines années. Donc pour sécuriser tout ce dispositif, il y a quand même beaucoup de trucs et astuces, notamment acheter des garanties de rente, des garanties de table. Mais comme le dit Florence, il faut faire attention au coût. Voilà. C'est un dispositif complexe, mais qui peut être sécurisé et pour limiter les appels de cotisation, voire les réduire vraiment significativement. Au niveau du régime fiscal et social des primes, Florence, comment ça se passe concrètement? Alors là aussi, je dis encore que c'est simple. Mais c'est simple pour vous. Mais bon, je vais essayer de le synthétiser. Donc, du côté de l'entreprise, elle va s'acquitter d'une contribution de 29,7% sur les primes. Oui. Voilà, qu'elle verse à l'assureur. Et ces primes, elles sont comme auparavant, hein, article 39 du Code général des impôts, elles sont déductibles du résultat imposable de la société. D'accord, déduction au niveau des primes. Voilà, ça c'est pour l'entreprise. Du côté du bénéficiaire, c'est là où c'est particulièrement intéressant pour lui. Il ne paye rien, pas d'impôt ni de charge sociale, avant la retraite. Donc, c'est financé exclusivement par l'entreprise, pas de charge sociale, pas d'impôt sur les primes. Et ce n'est qu'au moment de la retraite que là, effectivement, sur la rente, il va s'acquitter, le bénéficiaire, de prélèvements sociaux, donc la CSG, la CRDS, la CASA, la cotisation 1% maladie, pour un montant de 10,1%, complété par une contribution spécifique qui existait déjà sur les régimes chapeaux, de 14%. Donc, on a un total de prélèvements sociaux, qui sont des taxes, enfin bon, bref, de prélèvements de 24% environ. Sur la rente. Voilà, enfin 24,1 si on veut être précis avec les actuaires. Voilà. Et au niveau de la fiscalité, eh bien la rente sera fiscalisée en tant que pension de retraite, dans les conditions de droit commun, des rentes acquises à titre gratuit, c'est-à-dire complètement imposables, avec simplement un abattement de 10%. Voilà. Donc il n'y a pas de complexité là-dessus. Il n'y a pas de complexité. Pour une fois, je tiens à le souligner. Mais il est formidable ce nouvel article 39. Alors justement, ce nouveau contrat prestation défini par rapport, puisqu'on est toujours dans la fiscalité, par rapport à un 82. Parce que c'est très très prisé de certaines entreprises, les contrats article 82. Alors c'est mieux ou... Distributeur, merci de la question. On l'a dit tout à l'heure, les textes sur le nouveau 39, on a eu pas mal de textes, dont des circulaires fin 2020. Il y a eu un petit trou d'air entre 2019 et 2020. C'est vrai que certains ont mis beaucoup en avant le 82. Là, je crois qu'on partage un peu tous l'idée générale que déjà le 82, c'est du sursalaire. C'est quelque chose qui, enfin, pour être clair, ce n'est pas un régime de retraite. Si on souhaite mettre en avant de la retraite, on a avec le 39 nouveau et les textes qui existent depuis fin 2020, le dispositif, le seul, je dirais, qui permet de servir de la retraite, des rentes aux gens. Maintenant, si on rentre dans un débat purement efficacité sociale, fiscale, c'est vrai que sur certaines tranches, certains hauts salaires, le 82 peut être plus avantageux. Mais le 82, dans certains cas aussi, il y aura des charges sociales, il y aura des impôts, il y aura des décaissements éventuellement, sauf s'ils sont compensés par l'entreprise. Voilà, donc le régime de retraite 39 est le seul régime supplémentaire efficace et simple, comme l'a rappelé brillamment Florence. C'est un grand débat.
C'est un grand débat, ce 82-39. C'est un grand débat, mais pour rebondir sur ce que dit Norbert, le 82 n'est pas un contrat de retraite. Le 82, si on le caricature un petit peu, si on le synthétise, c'est un contrat d'assurance vie, un contrat de capitalisation, qui n'a pas les caractéristiques du régime fiscal de la retraite. On est sur des rentes qu'on dit à titre onéreux. Et qui sont, en termes de sortie, on est plus favorable à une sortie capitale qu'une sortie en rente. Bien sûr. Donc, à ce niveau-là, le 39 a gagné le combat, quoi. Je peux me permettre de compléter sur le 82 parce que c'est important, il est souvent comparé. Effectivement, nous, je précise, je ne suis pas actionnaire des articles 39 à droit certain, donc je dis, voilà. C'est bien de préciser. Je le dis, ce n'est pas une compagnie. Donc le problème qu'on a sur le 82, donc déjà l'avantage, pourquoi il est mis en avant? Parce qu'effectivement, certaines charges sociales sont plafonnées. Donc effectivement, imaginons un salaire à 330 000 €, donc à une passe. Si on verse une prime sur un article 82, il n'y aura pas de cotisation de retraite complémentaire à Gircarco puisqu'elles sont plafonnées à 8 passes. Donc au-delà de 8 passes, je n'ai pas d'assujettissement de charge. C'est pour ça qu'il y a ce gain potentiel quand on dit que quand théoriquement c'est soumis à charge, en pratique, au-delà d'un certain niveau, pour certaines rémunérations, ce n'est pas soumis à charge. Mais moi j'ai quand même une difficulté sur ce produit-là, c'est que par contre il est entièrement fiscalisé. Donc il y a des primes qui sont versées à l'assureur. Le bénéficiaire paye tout de suite de l'impôt sur des primes alors qu'il n'a pas l'argent à disposition. En général, on paye de l'impôt quand on a l'argent. Là, non. Donc, on paye tout de suite alors qu'on a un taux marginal d'imposition a priori beaucoup plus élevé en activité que quand on est à la retraite. Et ça, c'est une grosse différence avec le 39 au droit certain où, comme je l'ai dit, on ne paye rien au stade de financement et on peut penser qu'on aura un taux d'imposition plus bas à la retraite. Donc, pour moi, le 82, comme le disait Norbert, ça a été proposé beaucoup, surtout à l'époque où les 39 n'étaient pas à droit certain. Et donc, ce caractère aléatoire ne plaisait pas du tout aux dirigeants, il fallait comprendre, alors que le 82 est à droit certain. Aujourd'hui, franchement, il faudrait interroger un peu les assureurs, mais je pense qu'avec le 39, enfin, le retraite à prestation définie à droit certain, je vois moins d'utilité. Voilà, je pense que c'est plus attractif le 39 à droit certain que le 82 pour ces raisons-là. Sur salaire, le contrat 82, comme vous l'expliquez, effectivement, on touche, on paye de l'impôt, mais on ne touche rien. C'est quand même difficile à vendre, je trouve. Très bien. Alors, Arnaud, vous qui êtes, vous êtes une vigie, puisque vous gérez. Bah oui, vous gérez les contrats sur ce marché. Est-ce qu'ils sont nombreux? Quelle est un peu leur typologie? Quelles sont leurs typologies? Est-ce qu'ils sont clés en main? Est-ce qu'ils sont faciles d'accès, appréhendés pour des conseillers retraite, épargne retraite? C'est une très bonne question. Je vais essayer de faire court parce que ça pourrait être très long, mais, on est sur un marché, je pense qu'on l'a un peu explicité précédemment, on est sur un marché qui a mis un peu de temps à se lancer. On est sur un marché qu'il a fallu comprendre. Les assureurs ont été un petit peu frileux, pas tous. Nous, de notre côté, on a eu certains assureurs qui nous ont sollicité pour travailler avec eux dès la sortie du cadre fiscal, du cadre réglementaire, et d'autres qui se posent encore la question de savoir s'ils y vont ou s'ils n'y vont pas. D'accord. Certains ont dit « je n'irai pas ». Alors pourquoi ils n'y vont pas? On va régler le sujet. Pourquoi ils n'y vont pas? Souvent pour des raisons de système d'information, puisque on l'a compris ici, la gestion de la performance, la gestion la gestion du contrôle lui-même et du dispositif. Les appels de primes, les appels de primes sont complexes. On peut rajouter des garanties autour. Voilà, la gestion elle-même, système d'information, est complexe. Pour des raisons de gestion de fonds, de composition du fonds euro, certains n'y vont pas. Et puis certains estiment que c'est un marché de niche. On vient de comprendre, on vient essayer d'expliquer que finalement c'est pas le cas. Mais c'est une question de stratégie. Après on a effectivement ces deux produits rente viagère différée et puis ce contrat multi-support qui arrive, qui lui finalement est un peu original dans sa conception. On a une notion d'ingénierie financière qui n'existait pas dans les autres produits. Et donc nous avons des assureurs qui sont allés billes en tête et qui sont allés dans une ingénierie financière qui est complexe, mais qui peut être bénéfique au titulaire du contrat, à l'entreprise qui souscrit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on travaille nous sur des produits qui peuvent s'autofinancer.
c'est déjà révolutionnaire, je veux dire, pour une entreprise d'autofinancer, dans le meilleur des cas, sa cotisation. Tout ça couplé à une mécanique de garantie prévoyance qui peuvent être, comme sur le PER obligatoire ou le PER individuel, qui peuvent être ajoutés au dispositif, ça fait quand même un package RH et un package retraite qui est quand même nouveau et passionnant. Alors c'est un point que je voudrais que pour terminer cette émission, c'est important ce que vous dites là, un package RH. Florence, pourquoi aujourd'hui vous le préconisez le 39? Est-ce que vous avez des PME qui sont intéressées, vous, au niveau de Francis Lefebvre? Je sais bien que vous avez des grandes sociétés, bien entendu, mais est-ce qu'au niveau des PME qui nous intéressent particulièrement ici, est-ce que vous avez ce type de demande? Tout à fait, tout à fait. Non, c'est pas du tout réservé, comme on pourrait le penser, aux très grandes entreprises. Au contraire, je dirais que c'est même plus facile à mettre en œuvre dans les TPE-PME, parce qu'il n'y a pas les mêmes contraintes, je dirais, en termes de gouvernance corporate. Et puis, le décideur, c'est aussi souvent le bénéficiaire, et donc c'est plus simple. Non, je dirais que nous, aujourd'hui, on le propose parce que pour des hauts salaires, donc je dirais au-delà de 200 000 euros, on n'a aucun autre produit d'épargne retraite qui, sur une durée brève, permet de constituer un niveau de retraite. Sur une durée brève, c'est important de le répéter. Voilà, je vais donner un exemple, mais qui permet, sur une durée brève, de constituer un niveau de retraite en adéquation avec ses revenus. Si on prend un exemple d'un dirigeant qui gagne 200 000 euros de manière constante sur 10 ans, il peut avoir au moment de la retraite une retraite de 60 000 euros par an qui lui est versée jusqu'à son décès. Et ça, le Perrot, il faut bien sûr le proposer, mais il ne permettra jamais sur 10 ans de constituer une retraite de 60 000 euros pour quelqu'un qui en gagne 200. Donc nous, on n'a que ça à proposer pour les hauts salaires, enfin en tout cas c'est le produit. Or ce qu'on constate chez Francis Lefebvre Avocat, c'est que les dirigeants, ils s'intéressent rarement à leur sujet retraite à 30 ans, mais plutôt à 50, donc avec une durée qui est courte. Donc le produit est extrêmement intéressant, et même s'ils ont pu se constituer un patrimoine au cours de leur carrière, eh bien au moment de la retraite, ils ont besoin de liquidité pour maintenir leur train de vie, et donc d'une retraite qui soit substantielle. Donc c'est pour ça qu'on a une demande sur ce produit, que ce soit du côté des entreprises, des grandes entreprises, mais je dirais plus du côté des TPE et PME. Sur le plan patrimonial, parce que ça fait la jonction, est-ce que Norbert, il y a des utilisations? Oui, ça peut être utilisé par les dirigeants. Je rejoins complètement sur les TPE-PME. Ça peut être utilisé pour évidemment accorder une retraite rapidement à un dirigeant. Cette retraite coûtera un peu cher. Ça sera financé par l'entreprise et tous les dirigeants. Et peut-être que tout le monde sera content dans ce qu'on a vu, parce que ça baissera un peu la valeur de la société aussi. Donc les futurs actionnaires pourront investir un peu plus bas. Donc il y a quelque chose d'intelligent à faire entre valeur de société et constitution de régime de retraite. Et ce qu'a dit Arnaud est très important. Il y a des garanties prévoyance. Ce sera l'objet de notre échange, j'imagine. On reviendra. Mais la prévoyance du dirigeant, il faudra y revenir. Il y a des solutions là aussi, donc le conseiller a tout intérêt à s'approprier ce dispositif. Des points particuliers, les frais par exemple, est-ce qu'il y a je dis comme ça au hasard, pour terminer? Oui, sur une bonne question. Très rapidement sur les frais. Très rapidement. On a des frais classiques, mais les assiettes sont assez particulières, donc elles sont assez complexes à appréhender, ce qui fait que le dispositif est plutôt bien fait. L'assureur a l'obligation d'envoyer un relevé annuel à l'entreprise et à l'affilié, puisque finalement il s'agit d'un affilié, et de donner les performances, les frais donnés, et puis l'épargne acquise constituée qui doit être ajustée par rapport à l'engagement. On a quand même un dispositif qui suit l'engagement, qui est vraiment le fondement de ce dispositif. Merci à tous les trois. J'espère que je pense que nos internautes ont déjà un peu mieux compris, un peu mieux cerné le contrat de retraite à prestation définie. Et j'accepte évidemment l'invitation le fait que vous reveniez sur notre plateau pour parler de la prévoyance qui pourrait y être associée. Un contrat qui peut-être je pense qu'on peut dire des fois peut-être un petit peu besoin d'être accompagné par des experts, au niveau juridique, ça fait pas de mal. Oui, juridique et puis financier actuariel. Financier actuariel. Donc c'est ce qu'on appelle l'interprofessionnalité. Voilà, tout à fait. Merci d'avoir suivi cette première émission, le temps de comprendre. Norbert, merci beaucoup. Florence également, Arnaud également, et à très bientôt. Merci, au revoir à tous. Au revoir.